Ok. Bonsoir tout le monde. Et bonsoir ceux qui sont aussi en ligne. J'ai eu l'honneur de répondre à la demande des jeunes de la paroisse pour partager un thème conformément au thème de l'année qui est Réveille-toi, toi qui dors. Mais nous, on va parler aujourd'hui de la gestion du sommeil. Pourquoi on a choisi particulièrement le thème? Parce que si on ne dort pas bien, le réveil aussi ne sera pas bon. C'est pourquoi on a décidé de prendre l'angle du sommeil et voir ce qu'il y a dans le sommeil, connaître ce que c'est que le sommeil et pourquoi dormir, quelle est l'importance. Comme il l'a bien dit, je suis médecin, je vais beaucoup plus m'accentuer sur les bienfaits, l'importance et comment gérer son sommeil. Donc, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet. J'ai donné un petit plan. On va introduire et puis dire combien de temps faut-il dormir, les différentes phases du sommeil, quelles sont les preuves de l'importance du sommeil, peut-être parler du manque de sommeil. Quand est-ce qu'on parle du manque de sommeil? Quelques maladies du sommeil. Et pour une meilleure gestion du sommeil, qu'est-ce qu'il faut faire? Et conclure. Donc, on va s'entretenir sur les différents points. En général, l'homme dort en moyenne un tiers de son existence. Je pense que si on parle de un tiers de son existence, on va deviner, comme on a 24 heures dans la journée, déjà le un tiers de 24 heures, ça fait 8 heures. Donc, à peu près, l'homme doit dormir 8 heures dans sa journée sur les 24 heures. Sur les 24 heures, l'homme doit dormir un tiers, donc ça fait 8 heures. Et ce n'est pas une perte de temps en tant que telle, parce qu'il y a beaucoup qui se privent de sommeil pour vaguer à d'autres occupations. Ce n'est pas une perte de temps. Pourquoi? Parce que le sommeil est le garant de notre bon équilibre physique et psychique. Ce n'est pas seulement physique. Quand on dort mal, on a l'habitude de ressentir la fatigue très facilement. Et aussi sur le plan psychique, même si ça ne s'exprime pas tout de suite, on va ensuite développer des déficits tels que la dépression à la suite du manque de sommeil. Donc, c'est pour le bien-être physique et psychique en même temps. Donc, bien dormir constitue la base d'une bonne santé et du dynamisme quotidien. Donc, il faut bien dormir pour avoir un équilibre et vaguer normalement à ses occupations, à ses activités professionnelles, que ce soit scolaire, il faut bien dormir. La durée du sommeil ici, ça diffère. On avait dit un tiers, ça c'est environ. Ce n'est pas dit qu'il faut dormir absolument 8 heures. Ça diffère profondément selon les individus et selon le travail alloué à cet individu-là. Quel type de travail la personne fait et combien de temps faut-il qu'il prenne pour se reposer par rapport à ses activités. Donc, la quantité de sommeil nécessaire à chacun dépend de l'activité fournie et la dureté des conditions de travail, comme j'avais dit. Et aussi, il ne faut pas écarter l'importance des soucis que la personne a et ses habitudes de vie. Qu'est-ce que la personne a comme habitude de vie? Donc, comme j'ai posté brièvement ce que c'est que le sommeil, au fait, une étude a prouvé qu'aux États-Unis, l'État américain dépense 411 milliards pour les retombées du manque de sommeil sur la population. Pourquoi? Parce que quand on recherche plus loin les causes des accidents de circulation, des accidents de travail, c'est dû au manque de sommeil. Donc, vous voyez combien de fois le sommeil est important. Ça fait dépenser au moins 411 milliards de dollars à un État. Chose qu'on peut éviter. Donc, pourquoi parler de la gestion du sommeil? C'est important sur le plan économique. Donc, combien de temps faut-il dormir?
j'avais dit, plus l'individu est jeune, il a plus besoin de dormir. On peut même dire maintenant combien de temps un bébé doit dormir. Parce qu'on sait que le bébé, il passe tout son temps à dormir. Plus on est jeune, plus on dort. Donc, le nouveau-né, lui, il dort entre 18h et 20h du temps. À 6 mois, ça commence à diminuer. À 6 mois, on passe de 13 à 14 heures, plus 3 ou 4 sommes d'une heure dans la journée. C'est-à-dire, dans la journée, il faut additionner avec 3 ou 4 heures de plus quand on a 6 mois. À 2 ans, c'est de 12 à 13 heures. Ça aussi, il faut prendre 2 heures dans la journée pour combler. Ça veut dire qu'il faut combler le vide du sommeil de la nuit, même si on dort peu. À 4 ans, c'est de 10 à 12 heures de sommeil nocturne. Ça, c'est la nuit. Maintenant, c'est plus la nuit. Quand on grandit, on a plus d'activité la journée, donc ça réduit. L'adolescent, c'est 9 heures. L'adulte, c'est entre 7 à 9 heures. Ça veut dire que ça dépendait des activités physiques et la demande de la personne. Donc, c'est entre 7 à 9 heures. On peut dormir 7h30, 8 heures, 9 heures. Donc, le vieillard, lui, il a moins d'activité physique. Donc, il peut dormir entre 5 heures et 7 heures du temps. Voilà à peu près combien de temps faut-il dormir pour chaque tranche d'âge. Peut-être les gens diront 8 heures, c'est beaucoup. Pourquoi je vais prendre 8 heures du temps pour seulement dormir? Pourtant, j'ai beaucoup à faire. Pourquoi dormir? Je vais vous donner quelques preuves de l'importance du sommeil. D'abord, le sommeil est vital. Le sommeil est vital, pourquoi? Parce que ils ont fait une expérience sur les rats du laboratoire. Ils les ont privés de sommeil pendant un moment. Et au bout de 11 à 32 jours, tous ces rats étaient morts. Donc, vous voyez combien le sommeil est important. Ne pas dormir successivement pendant plusieurs jours peut entraîner la mort. Deuxièmement, le sommeil nous fait grandir. C'est pourquoi les enfants et les nouveau-nés dorment plus. C'est juste la raison. Le sommeil fait grandir parce que pendant le sommeil, quand on dort, il y a une hormone qui se sécrète. On appelle cette hormone l'hormone de croissance. Cette hormone-là permet à l'enfant de grandir. Mais même étant adulte, il faut que cette hormone soit sécrétée. Pourquoi? Parce que déjà, quand on finit la croissance, cette hormone sert plutôt à la réparation des lésions et des tissus qui ont été détruits par l'organisme. Donc, le sommeil nous fait grandir et le sommeil nous soigne. Donc, cette hormone devient une hormone qui va soigner les plaies, faire cicatriser et tout quand on a déjà atteint l'âge adulte et qu'on n'a plus besoin de grandir. Quatrièmement, dormir régule notre poids. Pourquoi? Parce qu'au cours du sommeil, il y a une autre hormone aussi qui est sécrétée, ça s'appelle la leptine. Cette leptine-là inhibe la sensation de faim et stimule la dépense énergétique. Donc, de nombreux travaux scientifiques ont démontré que la privation du sommeil est associée à un risque d'obésité. Or, pourtant, on est en train de chercher à lutter contre l'obésité qui est un apanage de plusieurs maladies, surtout les maladies cardiovasculaires. Avoir un surpoids est un facteur de risque à des complications cardiovasculaires. Il y a aussi le diabète qui guette, l'hypertension. Tout cela peut découler suite à une obésité. Pourtant, le sommeil nous protège à cela. Dormir permet de dépenser l'énergie qu'on accumule pour entraîner l'obésité. Le sommeil nous fait apprendre
Il y a des gens qui vont se priver de sommeil parce qu'ils sont en train de préparer un examen. Mais le temps qu'ils vont prendre pour assimiler ces cours, au lieu de bien dormir, on a plus de temps pour lire. On a moins de temps pour lire, mais on a plus de concentration pour retenir. Donc, le sommeil nous fait apprendre parce que le système nerveux, ça stimule le système nerveux. Plusieurs fois, quand on dort, le système nerveux est stimulé plusieurs fois. Et là, ça nous prédispose à vite retenir. Donc, il ne faut pas se priver de sommeil parce qu'on a de quoi lire ou bien à apprendre. Il faut bien dormir et apprendre plus rapidement. Donc, voilà l'importance du sommeil. Pourquoi prendre tout ce temps pour dormir? Nous avons cité quelques autres des exemples de l'importance du sommeil. Même si ce n'est pas tout, c'est les plus importants pour notre vie. Alors, le sommeil, comment ça se passe? Le sommeil est composé d'une multitude de phases qui se répètent 4 à 5 fois par nuit quand nous dormons. Il se découpe en cycles d'environ 90 minutes. Donc, pour faire un cycle de sommeil, il faut au moins 90 minutes. Mais là, il faut que ça se répète pendant la nuit au moins 4 fois. Donc, pour faire 4 fois 90 minutes, on peut aller déjà à presque 7 heures du temps de sommeil. Donc, il faut au minimum 4 cycles de sommeil par nuit. Pendant le sommeil, le cerveau émet des ondes qui correspondent à ces différentes phases qui sont d'abord l'endormissement, ça c'est au début. Nous avons le sommeil lent, nous avons le sommeil paradoxal et la phase de latence. Ça, ce sont les 4 phases du sommeil qu'on peut différencier. Avant d'entrer dans les détails des 4 phases du sommeil, nous allons un peu brosser la régulation du sommeil. Notre sommeil est régulé par 2 mécanismes indépendants mais complémentaires. La première est une horloge biologique qui programme. On peut appeler ça des portes de sommeil. Ça, c'est au cours de la période nocturne et en début d'après-midi. Pourquoi? Parce que notre cerveau est programmé à dormir la nuit et aussi en début d'après-midi. C'est pourquoi on conseille souvent de faire une petite sieste en début d'après-midi. Même si ce n'est pas long. Notre cerveau est programmé ainsi. Le deuxième mécanisme, c'est un réservoir de sommeil. Celui-ci se remplit tout au long de la période d'éveil. Quand on est éveillé, le réservoir de sommeil se remplit petit à petit, au bout d'environ 16 heures. Et quand ce réservoir atteint sa capacité maximum, c'est là où le sommeil se déclenche. C'est-à-dire que le réservoir est plein, il faut dormir. Donc, après 8 heures de sommeil, le réservoir est vidé et puis on peut se réveiller sans que quelqu'un ne vienne nous réveiller. Dès que le réservoir de sommeil est vide, le réveil est là. On ne peut plus dormir. On n'a plus envie de dormir. Donc, voilà un peu comment le mécanisme du sommeil se passe. Les différentes phases, on avait parlé d'endormissement. Comment ça se passe l'endormissement? Ça, c'est dès le début. C'est le début de la phase d'endormissement là. Ça va se caractériser par une impression de fatigue et de ralentissement. On sent la fatigue et même si on est en activité, on n'est pas aussi efficace que ça. On part lentement, on a envie de dormir. Le corps signale déjà que le réservoir est plein. Donc, ces moments-là, nous avons tendance à fermer les yeux et à soupirer. En réalité, notre cerveau est en train de passer en phase de mise en veille, comme les machines. En fait. Quand on laisse ça éveiller, en train de travailler, on laisse ça un bon moment, ça passe en veille. Donc, c'est tout à fait normal. Le cerveau aussi fonctionne comme ça. Le sommeil fonctionne comme ça. Donc, on est en train de passer en phase de veille. Les muscles se relâchent
et la température du corps chute d'un demi-degré. Si on était à 37, on va se retrouver à 37,5. Ça va dégraisser comme ça jusqu'à ce que ça atteigne le minimum au plus profond du sommeil vers les 3 à 4 heures du matin. Donc ça, c'est dans la majorité des cas, mais ça peut varier. Tout le monde a sa physiologie un petit peu différente. Ça, c'est dans la majorité des cas, ça se passe comme ça. Mais on peut avoir quelqu'un d'un peu différent aussi. En revanche, la croissance ainsi que la cicatrisation des plaies s'accélère. Ça, c'est dans la phase d'endormissement. Comme j'avais dit, il y a la sécrétion de l'hormone de croissance qui entre dans la cicatrisation et aussi la croissance qui sont sécrétées pendant le sommeil. Donc, le corps endormi s'occupe des travaux d'entretien et de réparation. Moins on dort, moins on aura cette phase d'entretien et de réparation. Nos plaies vont prendre beaucoup de temps à cicatriser. Si c'est un enfant, il va prendre beaucoup de temps pour grandir. Dans la phase 2, c'est le sommeil lent. Le sommeil lent est aussi appelé ainsi parce que les ondes électriques émises par le cerveau sont lentes et tranquilles. C'est pourquoi on parle de sommeil lent. Donc, le sommeil lent est lui-même constitué de 4 phases progressives. Ça va progressivement. Vous commencez par une phase de quasi-inconscience. Quand on vous réveille, on peut vous réveiller facilement. Et là, vous allez répondre en soupirant. Ah, j'étais en train de m'endormir. Donc, vous êtes conscient que vous êtes en train de dormir. Ça, c'est la première phase du sommeil lent. La deuxième phase du sommeil lent, là, c'est un sommeil, mais c'est encore léger. On peut vous réveiller toujours facilement. La troisième phase, vous êtes plus difficile à réveiller. Peut-être il faut parler plus fort pour vous réveiller. Et là, vous êtes en train d'entrer dans un sommeil profond. Les ondes vont s'amplifier, les ondes émises par le cerveau vont s'amplifier maintenant. Et quand les ondes électriques émises par votre cerveau sont maintenant très amples, vous êtes dans un sommeil très profond. Ça, si on veut vous réveiller, il faut vous secouer. Ça, c'est la quatrième phase du sommeil là. Vous êtes entré dans un sommeil profond, vous êtes difficile à réveiller maintenant. Le sommeil paradoxal, ça c'est la phase 3 du grand sommeil. Le sommeil paradoxal, là vous êtes dans une phase où on a l'impression que vous n'êtes pas endormi parce que les yeux bougent, on observe des petits mouvements corporels saccagés et puis vous avez l'impression que la personne est en train de regarder même si elle dort et que les yeux sont fermés. Vous voyez les mouvements du globe. Et puis votre respiration est aussi saccagée dans ce moment-là. Le sommeil paradoxal, c'est à ce moment-là qu'on rêve le plus souvent. Ça, c'est au niveau de la troisième phase du sommeil. C'est dans le sommeil paradoxal qu'on rêve souvent. Parce que pourtant vous bougez, mais vous êtes carrément en déconnexion avec l'extérieur. Vous faites des mouvements, mais vous êtes en déconnexion avec l'extérieur. Ça, c'est un sommeil qu'on ne peut pas dire contrôlé. On dit heureusement que vous êtes en déconnexion, sinon vous allez casser tout autour de vous sans le savoir. C'est pour cela qu'on parle du sommeil paradoxal. Quand on parle du paradoxe, c'est-à-dire c'est un sommeil, mais est-ce que c'est vraiment le sommeil? C'est ça. Donc, cette phase-là va durer une dizaine de minutes seulement avant de repartir pour un nouveau cycle complet. La phase de l'attente, c'est la phase 4 du sommeil. Ça, c'est la dernière phase du cycle, après le sommeil paradoxal, la phase du sommeil paradoxal. C'est une phase qui se détermine si la personne se réveille
ou si celle-ci va recommencer un nouveau cycle de sommeil complet. J'avais dit que le cycle complet fait 90 minutes. Donc, c'est la fin de ces 90 minutes-là qui est la phase de latence. Là. Ça, si la personne se réveille à cette phase, il n'y a aucun problème parce qu'elle a fini le cycle de sommeil. Donc ça se définit. Est-ce que la personne va complètement se réveiller ou bien elle va continuer un autre nouveau cycle? Voilà les 4 phases de sommeil qu'on peut distinguer. Comment est-ce qu'on dort? Quand on part dormir, c'est comme ça que ça se déroule. On commence par l'endormissement, le sommeil lent. Après, on entre dans le sommeil paradoxal, puis ça finit par la phase de latence. Donc, en grosso modo, si on peut faire le récapitulatif des différentes phases de sommeil, l'endormissement, ça va de 5 à 10 minutes. C'est là où vous ressentez l'engourdissement et vous vous détendez. Le sommeil lent, très léger, ça dure 10 minutes. C'est là où vous éprouvez une sensation de flottement mental. Le cœur et la respiration ralentissent. Le sommeil lent, léger, c'est 20 minutes. Et là, vous entendez encore, mais vous ne comprenez plus. Le sommeil lent profond, ça dure 30 minutes. Vous êtes coupé du monde extérieur. Le relâchement musculaire est total. Le sommeil lent très profond, ça dure 40 minutes. Vous êtes dans la phase de sommeil le plus intense. C'est là où nos fatigues physiques se repartent. On renouvelle des forces pour entamer la journée. Le sommeil paradoxal dure 10 à 15 minutes. C'est là où vous rêvez, votre cerveau recharge ses batteries et enregistre ce que vous avez appris dans la journée. Donc, il faut au moins dormir jusqu'à la phase du sommeil paradoxal pour pouvoir dire qu'on a retenu tout ce qui s'est passé dans la journée. Surtout ceux qui sont sur le banc de l'école. Si vous dormez peu, vous voyez, tout ce que vous avez appris, vous allez le perdre. Parce que le cerveau rebobine en ce moment-là. Ça reprend tout ce que vous avez appris pour les mémoriser. Et la phase de latence, c'est la sortie du cycle maintenant. C'est là où vous vous réveillez ou bien vous repartez pour un nouveau cycle de sommeil. C'est comme ça que ça se passe en général pour dire que la personne a vraiment dormi. Donc voilà à peu près ce que c'est que le sommeil, le contour, l'importance du sommeil. Maintenant, on va aborder le manque de sommeil. D'après ce qu'on a vu, l'importance du sommeil et tout, qu'est-ce qu'on peut bien avoir comme conséquence si on manque de sommeil? Nous avons tous besoin de dormir, on l'a vu plus haut. Et un manque de sommeil peut provoquer des troubles psychiques. J'avais parlé de ça aussi. Pourquoi? Parce qu'une étude australienne a prouvé que une privation de sommeil induit des effets négatifs équivalents à ceux associés à une alcoolémie de 0,8 grammes. Donc, si vous ne dormez pas, on peut vous assimiler à un alcoolique. Les répercussions sont pareilles que l'effet que fait l'alcool quand on ne dort pas. Parce que celui qui est sourd peut causer des accidents, que ce soit les accidents de travail ou l'accident de circulation. C'est pareil pour quelqu'un qui dort peu. Donc, on ressent alors une grande fatigue si on ne dort pas assez, avec des difficultés à se concentrer. Si on ne se concentre pas, on ne peut pas faire un bon travail, on n'est pas productif. Si la situation perdure, elle peut entraîner des maux de tête, des pertes de mémoire, des vertiges, de l'agressivité
et un comportement dépressif. Donc, quand le manque de sommeil prend un caractère chronique, la personne devient vulnérable à des infections ou à d'autres maladies. On peut prendre l'exemple simple du paludisme. Si vous devenez vulnérable au paludisme, vous allez directement faire la forme grave de paludisme au lieu de faire un accès palus comme tous les autres qui dorment bien. Elle peut même souffrir d'hallucinations visuelles, auditives, olfatives ou tactiles. Donc, on va chercher votre cause de problèmes psychiques ailleurs alors que c'est un manque de sommeil accumulé. On dit souvent que le manque de sommeil est cumulatif. C'est comme un compte en banque. Quand vous cumulez le manque de sommeil, il faudrait payer. Parce que les dettes en banque, il faut les payer, il faut les rembourser. Mais la différence avec le remboursement de la banque, on n'a pas de réserve quelque part pour puiser et venir mettre. La dette du sommeil, c'est payé par le sommeil. On n'a pas d'autre choix. Quand ça s'accumule, on ne peut pas complètement payer ça. Donc, il faut faire attention à ce qu'on n'ait pas de dette de sommeil. Si on n'a pas dormi assez la nuit dernière, il faut faire tout pour compenser cela au plus vite. Parce que ça répercute sur notre santé. Donc, à la suite, on va parler de quelques maladies dues au sommeil, des maladies de sommeil. Premièrement, d'abord, on va parler de l'apnée du sommeil. Elle se caractérise par une réduction ou une interruption significative de la respiration pendant le sommeil. Il y a l'insomnie. L'insomnie, elle est caractérisée par une difficulté à s'endormir ou par des réveils fréquents ou prolongés au cours de la nuit. Ce n'est pas seulement le fait de ne pas pouvoir s'endormir vite qui est l'insomnie, mais quand on se réveille au milieu de la nuit, fréquemment et d'une manière prolongée, ça aussi c'est une insomnie. Il y a la narcolepsie. Cette pathologie, il s'agit d'une maladie du sommeil. Elle est caractérisée par des accès d'endormissement incontrôlés pendant la journée. La personne est en train de s'endormir pendant toute la journée. Elle travaille, du coup, elle s'arrête, elle s'endort. Et la cataplexie, c'est l'un des symptômes de la narcolepsie, qui est une faiblesse musculaire brutale apparaissant au moment des émotions fortes, ou la colère, la peur, le rire. La personne se met en colère, elle devient complètement flasque. Elle ne sent plus sa force. Donc voilà, à peu près, on a vu les conséquences du manque de sommeil et quelques maladies liées au sommeil. Maintenant, on va entrer dans comment faire pour avoir une meilleure gestion de son sommeil. Donc, premièrement, il faut connaître son propre sommeil. Il faut connaître son propre sommeil. Pour bien gérer quelque chose, il faut d'abord connaître la chose. Si on ne connaît pas, on ne pourra pas gérer. Il faut connaître son propre sommeil, son besoin en sommeil. C'est-à-dire en temps. Mais comment faire pour le savoir? On ne peut pas savoir. Maintenant où on est confronté à plusieurs activités, surtout nous les jeunes, on n'a pas un seul travail, il faut faire ça, faire ça, faire ça, faire ça, faire ça. Et si on ne connaît pas notre besoin en sommeil, on va prendre le temps
de beaucoup travailler, on se repose peu et on ne serait pas productif. On va travailler, mais pas comme il le faut. Pas comme on pouvait le faire si on a un temps de sommeil bien géré. Donc, pour connaître son propre sommeil, il faudrait peut-être chronométrer ou bien voir l'heure à laquelle vous commencez à ressentir les premiers signes de fatigue, les premiers signes d'endormissement. Vous voyez, le cerveau veut déjà se reposer. Là, il faudrait que vous regardiez l'heure avant d'aller vous coucher. Vous vous couchez, quand vous vous réveillez, vous regardez l'heure à votre réveil. À quelle heure est-ce que vous vous êtes réveillé? Là, peut-être, vous allez faire un agenda, un petit agenda. Est-ce que je dors 7 heures? Est-ce que je dors 8 heures? Est-ce que je dors 9 heures? Là, vous allez connaître votre temps de sommeil. À vous maintenant de les séparer et de savoir à quelle heure il faut dormir, à quelle heure il faut se réveiller. Parce qu'il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui s'en vont au lit tôt et se réveillent très tôt aussi. Il y a ceux qui partent tard et se réveillent aussi tard. Donc, pour savoir ça, il faudrait avoir un agenda au moins de votre temps de sommeil pour savoir est-ce que je fais partie de ceux qui partent tard au lit pour se réveiller tard ou bien je fais partie de ceux qui partent tôt au lit pour se réveiller plus tôt. Et puis, adopter. Quand vous connaissez déjà votre sommeil, votre propre sommeil, vous allez adopter maintenant un rythme régulier de sommeil. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup à faire que vous allez aller tard au lit. Si vous faites partie de ceux qui vont au lit tôt et se réveillent tôt. Si vous allez tôt ou tard au lit, vous allez vous réveiller toujours tôt. Parce que vous faites partie. Et là, ça diminue votre temps de repos, votre temps de sommeil. Ce qui va se répercuter, ça devient une dette maintenant. Donc, pratiquez la sieste. Pourquoi? Parce que j'avais dit ici, notre cerveau est programmé aussi à s'endormir en début d'après-midi. La sieste n'est pas prendre 1 heure, 2 heures pour dormir pendant la journée. C'est pas aussi conseillé. Une sieste de 10 à 30 minutes en début de l'après-midi est suffisant. Même si c'est une pause au travail, 10 minutes pour une petite sieste suffira pour combler ce temps de repos-là. 10 à 30 minutes, pas plus. Parce que si vous faites plus, vous allez peut-être vous réveiller avec une torpeur qui va jouer sur le reste de la journée, puisque vous allez travailler. Donc, c'est important de faire une sieste de 10 à 30 minutes en début d'après-midi, si vous avez ce temps. Ou bien une petite pause de 30 minutes, 1 heure au travail. Vous restez sur votre fauteuil, vous dormez 10 minutes, 15 minutes, et puis après, vous allez chercher de quoi manger, ça dépend de vous. Et une astuce, ceux qui ont du mal à se réveiller après la sieste, on conseille de prendre une tasse de café juste avant d'aller faire la sieste. Pourquoi? Parce que la caféine agit 30 minutes après l'avoir pris. Donc, si vous prenez une tasse de café, vous avez vite le temps de faire votre petite sieste, mais vous allez vous réveiller à 30 minutes après. Et là, vous avez l'esprit éveillé pour travailler durant le reste de la journée. Pour ne pas avoir l'effet de torpeur et vous avez envie de dormir encore, pourtant vous avez juste 10 minutes ou 15 minutes pour siester. Et c'est préparer à dormir. C'est ce qui se passe beaucoup plus dans notre vie quotidienne maintenant, nos habitudes de vie. Comment se préparer à dormir? Le sommeil se prépare dans les heures qui précèdent le coucher. Premièrement, il faut éviter l'activité physique intense 2 heures avant de se coucher. Si vous avez l'habitude de faire du sport la nuit, faites-le avant les 2 heures qui vont vous envoyer au lit. Si vous faites ça à 1 heure, ça va répercuter sur votre sommeil. Donc faites-le tôt. Prenez pas que vous allez au lit tard parce que vous avez fait des activités physiques. Ça éveille les neurones, donc ça va vous empêcher de vous endormir vite.
Évitez de s'exposer aux écrans. Smartphone, tablette. On part au lit avec le téléphone en main. Ça, c'est quelque chose à éviter. Si vous préparez votre sommeil, il faut ne pas prendre le téléphone pendant 1 heure avant le coucher. Déposez votre téléphone 1 heure du temps avant d'aller vous coucher. Parce que les écrans bleus la lumière bleue a des effets sur le cerveau et la vue. Donc voilà un conseil. Si vous avez des problèmes à dormir et que vous êtes tout le temps accroché à votre téléphone, essayez cela. Ça, c'est l'un des facteurs. Déposez votre téléphone 1 heure du temps avant d'aller vous coucher. Évitez les repas trop lourds ou trop sucrés avant de vous coucher aussi. Donc voilà un peu comment vous allez préparer votre sommeil. C'est les choses qu'on fait, on néglige, mais ça répercute sur notre hygiène de vie. Le sommeil, ça fait partie de l'hygiène de vie. Si on dort mal, on ne va pas bien aller. Ça fait partie de notre bien-être mental et physique. Et la durée du sommeil ne devrait pas excéder, la durée de la veille plutôt ne doit pas excéder 16 heures. Vous n'allez pas rester 20 heures du temps éveillé quand même. Il va vous rester combien pour dormir? 4 heures du temps. C'est trop peu. Si vous avez déjà une dette de 4 heures de sommeil, il faudrait le partager prochainement. Vous allez peut-être faire 9 heures au lieu de 8 heures. Parce qu'il faut payer les dettes de sommeil. Sinon, le corps même va décider de payer. Ça va vous clouer au sol. Avec une maladie, vous n'allez pas comprendre. Vous allez rester couché pendant 2 semaines. Donc, dormir environ 8 heures par période de 24 heures. Et dormir dans les périodes favorables au sommeil. Quand le cerveau dit « je suis fatigué », allez dormir. C'est lui qui est le chef, ce n'est pas nous qui sommes le chef. Il dit « je veux dormir, je veux me reposer, allez ». Et la nuit et en début d'après-midi, c'est les moments les plus propices pour se reposer vraiment. Donc voilà à peu près ce qu'on peut partager sur ce qu'on a comme thème, la gestion du sommeil, comprendre comment le sommeil se déroule et qu'est-ce qu'il faut faire pour bien gérer son sommeil. Je pense que c'est en grosso modo ce qu'on peut. On va s'arrêter là avant de conclure plus tard. En fait, sa présentation, le sommeil fait partie des hygiènes. Et si jamais on ne devait pas faire le sport 2 heures de temps avant d'aller sur le sommeil, qu'est-ce qu'on peut prendre comme aliment qui peut nous procurer un sommeil pour bien un sommeil? Ok, nous allons revenir à Dr Solange pour qu'elle nous apporte quelques éléments d'éclaircissement en commençant par les questions de Claver qui avait parlé aussi de la phase du sommeil paradoxal. Je ne sais pas, il était arrivé pendant qu'on parlait de cela, il n'avait pas bien compris, donc il voulait avoir un peu d'éclaircissement sur ça. Vous avez la parole, docteur. Oui. Ok. Justement, il voulait un peu plus d'explications sur le sommeil paradoxal. C'est la 3e phase du sommeil en tant que tel, comme j'avais dit. Et là, si on observe la personne dans son sommeil paradoxal, il y a des mouvements corporels saccadés, même la respiration est saccadée en ces moments, j'avais dit. Ses yeux s'agitent de gauche à droite, on dirait que c'est comme s'il regardait un paysage défiler.
même s'il est endormi, on peut observer ces petits mouvements-là que la personne fait pendant son sommeil. J'avais dit que c'est pendant ce moment où on rêve le plus. On rêve le plus et pourtant on ne bouge pas. On ne bouge pas et c'est une puissante déconnexion à la base de notre cerveau. Le cerveau est complètement déconnecté de l'extérieur. Là, cette phase dure seulement une dizaine de minutes. Et on peut maintenant partir à un nouveau cycle. Le sommeil, on a parlé de sommeil paradoxal. Quand on parle de paradoxe, c'est pour dire vraiment est-ce que c'est un sommeil. Quand on parle de paradoxe, c'est dit de la phase de sommeil durant laquelle on rêve souvent. C'est l'état d'inconscience dans lequel nous sommes et la déconnexion du cerveau avec le monde extérieur. C'est pourquoi on dit paradoxal, parce qu'il y a des mouvements qui accompagnent ça en plus. Pourtant, on ne contrôle pas ces mouvements-là. C'est complètement une phase, je peux dire, de quoi? Si je dis en évaluation de la conscience, peut-être je peux dire, c'est comme un état comateux. On entre dans un état de coma, mais ce n'est pas un coma en tant que tel. Oui. Donc, c'est carrément une autre échelle du sommeil. On sort de la réalité, on est dans notre monde là-bas, on fait des rêves. Et je vais carrément entamer la question du frère avant de revenir sur les autres questions, comme ça fait partie de cette phase. Il avait dit, pourtant on rêve, c'est à ce moment-là que le cerveau rebobine et essaye de mémoriser ce qui s'est passé dans la journée. Ce qu'on a appris dans la journée. Et c'est pendant ce moment aussi qu'on rêve. Et souvent, le rêve n'est pas lié à la réalité de la journée, c'est carrément autre. Le rêve peut ne pas être lié à la réalité de la journée. Le rebobinage ici n'est pas dépendant de notre rêve. C'est deux phénomènes différents qui se passent. Ce n'est pas complètement lié. C'est pendant le moment de la déconnexion du cerveau avec le monde extérieur que le cerveau se recharge sur le plan électrique, comme on a dit, l'amplification. Si on essaye de faire un encéphalogramme, pendant ce moment, on va voir l'activité et l'amplitude des ondes du cerveau pendant le moment du sommeil paradoxal. Je n'ai pas cherché à voir les images pour pouvoir vous montrer. Donc, pendant ce moment de sommeil paradoxal, le cerveau rebobine, ça remémorise et tout ce qui s'est passé pendant la journée. Mais à côté de cela, c'est pendant ce moment où on rêve le plus. C'est pendant le moment du sommeil paradoxal qu'on rêve. Donc, le rêve peut ne pas être lié. On dit que le rêve est lié souvent à un désir refoulé. Ça, c'est la philosophie maintenant. Je ne vais pas entrer en profondeur. Un désir refoulé ou bien c'est dans une inconscience. Donc, ce n'est pas absolument relié à quelque chose qu'on a fait ou quelque chose qu'on a appris pendant la journée, mais c'est quelque chose peut-être qu'on avait envie de faire, mais on a refoulé cela, donc ça réapparaît dans le rêve. Ça peut ne pas être directement relié à nos activités. Donc, le rêve peut différer. C'est ce que je voulais dire en complément, en réponse à la question du frère. Je vais entamer la question 2. Selon les heures de sommeil. Je pense que pour le sommeil paradoxal, ça va plus ou moins. Okay. Donc, les heures de sommeil, j'avais déjà dit un peu plus haut quand je parlais globalement de sommeil, j'avais donné les tranches d'âge et le besoin. Donc, j'avais dit pour le nouveau-né, c'est entre 18 et 20 heures de sommeil, 6 mois, 13 à 14 heures de sommeil, 2 ans, 12 à 13 heures de sommeil, 4 ans, 10 à 12 heures de sommeil, adolescent, 9 heures, adulte, 7 à
9 heures de sommeil. Les vieillards, 5 à 7 heures de sommeil. Et tout ça va dépendre aussi un peu, surtout chez les adolescents et les adultes, de l'activité physique que la personne fait, ou bien la demande, ou bien la dépense énergétique que la personne fait pendant la journée. Ça va répercuter un peu. Plus on a besoin de se reposer, plus le temps de sommeil est long. Donc on peut dormir peut-être 9 heures du temps suite à une journée vraiment pénible qu'on a passée. Plus on a besoin, plus on a travaillé, plus on a besoin de se reposer pour renouveler des forces. Ce que je peux apporter comme la réponse aux heures de sommeil selon les tranches d'âge, oui. Les astuces, surtout pour les jeunes de la trentaine, pour bien gérer leur sommeil, c'est ça. Quelques astuces. Déjà, à la fin, j'avais abordé quelques astuces pour la préparation au sommeil. Comment faire? Comme j'avais dit, c'est beaucoup les jeunes, ce n'est pas les vieux qui ont leur smartphone à tout moment. Même au lit, ils ont ça. Les astuces, c'est ça, j'avais dit, il faut préparer son sommeil, en fait, beaucoup plus. Il ne faut pas oublier qu'on va aller dormir. Si on connaît déjà son sommeil, il faut d'abord chercher à connaître quand est-ce qu'il faut aller au lit et quand est-ce que vous allez vous réveiller. Si vous connaissez votre sommeil, vous l'étudiez et que vous avez bien compris, ça serait très facile de le gérer. Très facile. Vous savez qu'à partir de 22 heures déjà, vous avez le signal que vous devez dormir, vous allez dormir. Donc si vous vous réveillez peut-être à 5 heures ou 6 heures du matin, vous allez regarder, oui. Moi, je dors de 22 heures à 6 heures, ou je dors de 22 heures à 5 heures. Et quand je me réveille, il faut évaluer la journée suivante. Est-ce que je suis vraiment efficace? Si je suis efficace, oui. Ça, c'est mon temps normal de sommeil parce que je me suis bien reposée, mon cerveau s'est bien reposé. Et je ne sens pas de fatigue en mi-journée ou bien au début de la journée, ça va. Je me suis bien reposée. Vous allez établir votre agenda, je dois dormir de tel à tel, et puis maintenir le moment de sommeil régulier. Si je pars au lit à 22 heures, je dois aller au lit à 22 heures. Même si j'ai une charge de travail, je sais que je vais bien faire mon emploi de temps le lendemain, peut-être rattraper ce temps dans 2-3 heures ou plus. Ou bien se réveiller. Si vous vous réveillez, vous êtes parmi ceux qui partent tôt et se réveillent tôt. Si vous vous réveillez à 4 heures, vous avez tout le temps avant d'aller au boulot. Peut-être vous avez 2-3 heures, vous pouvez rattraper ce temps-là de la nuit, travailler avant de continuer. Donc, ça dépend de votre emploi du temps et vous maintenez votre temps de repos régulier. Si vous connaissez votre temps de sommeil, vous maintenez, si c'est 22 heures à 6 heures, ça doit être tous les jours 22 heures à 6 heures, 22 heures à 6 heures. Et beaucoup plus si vous avez des problèmes d'endormissement, c'est ce que j'avais dit. Il faut essayer d'éviter les écrans à 1 heure avant d'aller au lit ou bien faire des activités physiques à l'approche de l'heure de sommeil. Ce n'est pas conseillé. Ça va vous maintenir éveillé plus longtemps. Et puis éviter les repas lourds ou trop sucrés avant d'aller vous coucher. Là, je reviens sur la question du frère, c'est par rapport à l'alimentation. C'est ça, quand vous prenez des repas plus lourds ou bien sucrés, c'est très énergétique. Ou bien qui contient de la vitamine C, ça va vous maintenir éveillé. Donc, il faut éviter des repas très énergétiques, des repas qui vont vous maintenir à l'état d'éveil. Comme j'avais dit, la caféine agit 30 minutes après. Vous n'allez pas prendre du café, une tasse de café la nuit quand même. Et ça agit 4 à 5 heures du temps avant que vous n'ayez le sommeil. Si vous prenez, vous savez que vous allez au lit à 22 heures. Vous prenez une tasse de café à 21 heures. C'est sûr que vous allez vous endormir après minuit. L'effet de la caféine va faire son chemin jusqu'à ce que ça se disperse dans le corps avant que vous ne retrouviez le sommeil. Donc, il faut éviter tout ce qui est caféine, vitamine C, des alimentations très énergétiques, mais plutôt préconiser peut-être quelque chose de très léger. Je ne sais pas, d'habitude, c'est la tisane.
La tisane qu'on conseille souvent avant d'aller se coucher, peut-être à 1 heure ou 30 minutes avant, une tisane de camomille, c'est de l'herbe. Donc, vous faites bouillir ça ou bien vous mettez dans votre tasse de thé avec de l'eau chaude, vous prenez. Ça va vraiment vous donner l'envie de dormir plus vite. Et vous allez avoir un bon sommeil. Une tasse de thé non plus, je ne conseillerais pas parce que c'est un excitant. Donc, si vous prenez une tisane ordinaire, quelque chose de très léger, peut-être de la soupe de poisson si vous avez faim, pourquoi pas, avec moins d'huile, une bouillie, pas très pâteuse, pas avec plus de sucre et de pâte d'arachide, tu peux dire. Quelque chose de léger. Mais manger des fruits aussi, ça peut aider. Mais pas des fruits comme l'orange. L'orange, c'est la vitamine C, le citron. Ça, il faut éviter la nuit. À peu près ce que je peux conseiller. Je ne suis pas nutritionniste, mais ce que je vois que ça peut marcher, c'est ça que je conseille. Mais les nutritionnistes vont amener beaucoup plus d'aliments que vous pouvez manger, qui peuvent vous aider dans votre sommeil. Je pense que nous avons épuisé. J'ai 2 questions ici. Ok. Et ceux qui suivent en ligne. Il y a aussi quelques personnes en ligne, là aussi, des questions. Nous allons lui laisser l'opportunité de répondre à ceux qui sont d'abord en ligne et puis nous allons revenir à nous. Oui. Comment faire pour avoir un sommeil de qualité quand on est obligé de travailler la nuit sur une période très prolongée? Ça, c'est une question d'une personne qui nous suit en ligne. Comme je disais, ce n'est pas le fait de rester éveillé pendant toute la nuit qui va vous donner... Oui, c'est vrai que vous pouvez faire un travail, mais pour cette nuit-là, vous avez des dettes de sommeil. Il faut bien programmer. Si je vais travailler tard dans la nuit, par exemple, il faut savoir que vous devez combler ces vides-là la nuit prochaine ou bien la journée. Pourquoi pas faire une sieste si vous avez une tâche plus longue à faire? La journée précédente, par exemple, aujourd'hui, j'ai quelque chose à faire la nuit pendant un long moment qui va prendre un petit peu du temps de sommeil. Je peux faire une sieste la journée précédente. Je vais faire une sieste de 30 minutes. Ça va me renouveler les forces et tout ça. Je peux travailler pendant la nuit, peut-être durer 1 heure avant, brillanter sur 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures de mon sommeil. Ça parce que j'ai comblé un peu. Et peut-être me réveiller tôt pour continuer le travail, mais pas se priver complètement de sommeil. Oui, je peux comprendre, dans notre métier à nous, on est obligé de passer les gardes. Mais pendant la garde, tu n'es pas censé dormir. Mais c'est une dette de sommeil. C'est pourquoi la journée prochaine à la garde, si vous descendez, vous faites votre staff et tout ça, vous êtes libre de fois de rentrer chez vous. On vous laisse rentrer chez vous. Pourquoi? Parce que si on vous laisse à l'hôpital, vous n'allez pas être productif non plus. Donc, vous allez à la maison vous reposer. Vous pouvez prendre 4-5 heures dans la journée dormir. Et la nuit précédente, vous allez au lit tôt pour vous réveiller. Vous comblez la dette du sommeil que vous avez perdu pendant la garde. Donc, si vous prenez une nuit blanche à travailler, il faut veiller à combler la dette du sommeil que vous avez pris. C'est normal qu'il se peut que vous ayez quand même une charge de travail et un temps limité. Si vous sacrifiez vos heures de sommeil, il faut savoir le payer. C'est important. Donc, j'espère que la personne qui a posé la question est là et a eu la réponse. Si vous prenez des dettes de sommeil, il faut payer. C'est ça. Une deuxième question, c'est à quelle heure est-il conseillé de dormir la nuit et se réveiller le matin? Donc,
c'est déjà répondu dans les explications. Je pense si on maîtrise notre sommeil, ça dépend de tout un chacun. On ne peut pas dire tout le monde doit aller au lit à 20 heures pour se réveiller à 3 heures ou à 4 heures. Non. Ça ne peut pas se faire. Chacun a son rythme de sommeil qu'il doit maîtriser. Donc, si vous maîtrisez votre rythme de sommeil, vous saurez à quelle heure vous avez besoin d'aller au lit et à quelle heure vous allez vous réveiller. Donc, je pense que c'est bon. Nous allons maintenant revenir ici pour les autres questions. Je vais prendre bienvenue derrière là-bas. Après, nous allons revenir à Louis. Oui, moi, j'ai une question. La lumière joue un rôle dans le sommeil. Parfois, quand on a sommeil, il y a la lumière, il n'y a pas de lumière. Je ne sais pas pourquoi. C'est bon? Et je peux la lumière, ok. Nous allons revenir à lui. Ok, merci beaucoup. J'ai une petite question là par rapport à la gestion de l'environnement du sommeil. Prenons par exemple, vous avez donné un exemple où vous avez passé la garde, une fois rentré à la maison, vous voulez vous reposer et l'environnement ne vous permet pas de dormir profondément. Ça peut être le bruit des enfants, ça peut être le voisin. Comment on peut gérer ce temps-là? Je vais vous raconter une histoire là qu'un ami allait chez son ami. Et l'ami était en voyage, il est rentré, sa femme dit que non, mon mari se repose. Alors là, ça a vraiment créé un problème. Chez lui, quand on vient, on dit sa femme vous interdit de rencontrer le mari quand il est en train de dormir. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut réveiller quelqu'un au sommeil? Comment on peut vraiment gérer ce genre d'éléments? Ok. Donc, la question de lui est purement environnementale. Oui. Nous allons revenir à Richard. La troisième question. Merci de m'avoir accordé la parole. La docteur, dans cette explication, elle a parlé de différentes sortes de cycles de sommeil. Je ne sais pas, il y a des cas exceptionnels chez certaines personnes dans ce cycle n'est pas respecté. Comment on peut expliquer ce phénomène? Puisqu'il y a des gens qui dorment soit jusqu'au matin sans se réveiller. Là, je ne sais pas, est-ce qu'il pourrait être que ces différents cycles soient respectés ou bien il y a aussi une autre manière dont on peut expliquer ce phénomène? Ok. Je pense que nous avons déjà au total 3 questions. Alors nous allons maintenant donner la parole à Dr Solange pour qu'elle puisse nous dire ce que la lumière fait quand on dort. Je ne sais pas trop. D'autres ne peuvent pas dormir quand il y a la lumière, mais contrairement à certains enfants ne dorment pas aussi s'il n'y a pas la lumière. Je ne comprends pas. Vous avez la parole, docteur. J'ai suivi une émission sur la lumière bleue. La lumière bleue, c'est la lumière des écrans. Ce n'est pas la lumière des ampoules. Mais ils ont fait des recherches sur la répercussion de la lumière bleue sur la rétine, sur les yeux. Ça a une répercussion d'une durée qui va entraîner une cécité chez les enfants. C'est pourquoi ils ont proposé des verres protecteurs pour les écrans. Mais pour la lumière en général sur le sommeil, ça peut s'expliquer par la transmission directe de l'éblouissement qu'a la lumière sur les yeux. Même quand on a les paupières fermées, on a la sensation de cette lumière-là. Oui. De cette lumière-là. C'est comme si c'est des rayons qui passent et ça se répercute directement sur notre
vision, on ressent ça. C'est l'éblouissement que fait la lumière. Je pense que ça sensibilise le nerf oculaire. Ça sensibilise le nerf oculaire. Tant qu'il y a la lumière, le nerf est sensibilisé, stimulé, et ça fait qu'on veut regarder. Donc, dès qu'il y a la lumière, on veut ouvrir les yeux pour regarder ça. Il y a quoi? C'est les organes des sens, c'est normal. C'est le... On peut dire c'est... Comment on dit? Sensitif. C'est la... Ça ne revient pas, le mot ne vient pas. Je voulais le dire, c'est le système nerveux périphérique, surtout sensitif. C'est qui s'occupe des organes des sens. Donc, c'est normal, c'est le contact que le corps a avec l'extérieur. Comme si on dort, si quelque chose de chaud nous touche, on va le sentir. C'est pareil pour les yeux. Donc, dès qu'il y a la lumière, on le sent parce que c'est notre contact avec l'extérieur. C'est les organes des sens qui nous donnent le contact avec l'extérieur par rapport au système nerveux. Donc, ça stimule le nerf et ça, on veut regarder. Ce qu'il faut préconiser, c'est dormir dans un endroit sombre. Moi, pas de bruit et avec une température qu'on peut supporter. On ne va pas aller dormir dans un four quand même. On ne peut pas le supporter. Donc, il faut réunir les conditions pour pouvoir bien dormir. Il y a certaines personnes que ça ne dérange pas, mais moi, je dis ça ne dérange pas seulement par rapport... C'est la personne qui dit ça ne dérange pas, mais ça va jouer sur la qualité du sommeil. Ça va se répercuter sur la qualité du sommeil. Oui, la personne va dormir. Est-ce que la personne va dormir vraiment profondément quand il y a la lumière? Donc, il faut couper le contact avec l'extérieur pour permettre au corps de se reposer, avoir ce sommeil-là avec toutes les 4 phases du sommeil qu'il faut. Tant qu'il y a un contact avec l'extérieur, c'est sûr qu'on n'aura pas un sommeil paradoxal. On a dit que c'est une déconnexion. Mais quand il y a la lumière et que les yeux sont en train de ressentir les ondes de la lumière, c'est sûr qu'on ne peut pas entrer dans un sommeil paradoxal. Donc, ça va répercuter. Il faut créer un environnement propice pour pouvoir dormir et avoir un sommeil de qualité. La deuxième question était l'environnement. J'ai déjà brossé. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire si l'environnement ne nous permet pas vraiment de compenser les dettes de sommeil? Là, c'est une question. Pourquoi ne pas se créer cet environnement-là? Ça dépend de nous. On peut se créer cet environnement. On peut se créer un environnement calme pour se reposer et s'il y a les enfants à la maison, on n'est pas obligé de dormir à la maison. Si je sors par exemple de ma gare et que je sais que je n'aurai pas le temps de me reposer normalement à la maison, si j'ai mon bureau, je me repose là-bas et je rentre après. Ouais. Au moins, on sait que j'ai fermé le bureau, je ne suis plus là, mais quand même, c'est ouvert parce que moi, je suis en train de me reposer. Je passe mon temps de sommeil, 2-3 heures. Après, je me réveille, je plie mes bagages et je rentre chez moi. Donc, c'est à nous de nous créer cet environnement-là pour notre repos. Si on n'arrive pas à se reposer à la maison, je descends de la gare, je me repose dans mon bureau et puis après, je rentre chez moi. Ou soit, je sais que je vais peut-être maîtriser les enfants. Ne faites pas de bruit, je dois me reposer. Là, je peux rentrer. Si je peux me créer mon environnement chez moi, je rentre. Si je ne peux pas me créer mon environnement chez moi, je sais que j'ai une dette de sommeil
combler, donc je dois le faire. Et la question des étrangers, il faut aussi savoir si dans notre contexte africain, c'est pas facile. Ils vont pas comprendre, mais si c'est nécessaire, il faut le faire. C'est vrai que ça peut vexer, mais à la longue, si la personne a vraiment une nécessité, elle reviendra. Dire à une personne que la personne se repose, vous ne savez pas ce que la personne a vécu pendant la nuit dernière ou le travail qu'elle a fait. Donc, si on vous dit que quelqu'un se repose là, il ne faut pas prendre ça en mal. C'est normal. Le corps a besoin de repos. Moi, je n'ai jamais pris ça en mal. Si la personne se repose, on me dit que la personne se repose, je dis, bon, je reviendrai prochainement, je pars. Il faut respecter le sommeil d'autrui, c'est important. Si déjà, à notre niveau, on commence à le faire, c'est sûr qu'ils vont aussi respecter notre sommeil. Oui, je pense que c'est... Non, il y a une dernière question par rapport au cycle de sommeil. Il y a certaines personnes qui ne se réveillent pas, comme ils... En lit. D'accord. On lit. Donc, si une personne n'a pas la totalité des phases de sommeil, c'est ça? Ils ne font pas le cycle normal de sommeil. Mais là, il faut d'abord commencer par voir son environnement, pourquoi il ne fait pas le cycle normal de sommeil. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent répercuter sur ça. Normalement, une personne qui a toutes les facultés doit faire les 4 phases de sommeil. Mais si vous n'arrivez pas à faire les 4 phases de sommeil, il faut savoir que c'est une maladie. Ce n'est pas normal. Vous devez vous reposer complètement. Il ne se réveille pas au milieu de la nuit, c'est ça. Hein? Quand il s'endorme, il s'endorme. Non, mais il faut comprendre que directement, ça peut dépendre de la phase de latence. Si la phase de latence est longue, la personne peut se réveiller au milieu de la nuit et se rendormir. Mais les autres, non. Quand ils se couchent, ça s'enchaîne jusqu'à la fin. Quand ils se réveillent, c'est le matin. Oui, mais c'est normal. Mais c'est normal. Moi, je fais ça aussi. Ça dépend de l'activité que j'ai faite pendant la journée. Si je suis trop fatiguée, je ne vais pas me réveiller au milieu de la nuit. Et si je n'ai pas fait beaucoup d'activités et que je ne suis pas trop fatiguée, je peux me réveiller au milieu de la nuit. Et ça dépend aussi si je ne suis pas perturbée, mon environnement n'est pas perturbé pendant la nuit, je n'ai pas de raison de me réveiller. Par exemple, j'ai entendu des bruits bizarres dans la nuit, oui. Un bruit peut me réveiller. Peut-être j'ai laissé ma lampe allumée, il y a l'électricité qui est revenue, oui, ça peut me réveiller. Ou bien quelque chose d'anormal a touché ma peau, oui, je peux me réveiller parce que là, j'ai eu une stimulation extérieure. Ça dépend de l'environnement aussi de la personne. Si la personne se réveille souvent la nuit, peut-être pour aller faire la miction, oui. Ça dépend de tout un chacun et de son cycle de sommeil. Ça ne peut pas dire catégoriquement 90. Ça peut faire 80, ça peut faire 100, ça peut faire... Donc, il y a des marges quand même de tolérance. Mais une personne ne peut pas se réveiller la nuit. Hein. C'est normal. Ce n'est pas une maladie. C'est normal, ce n'est pas une maladie. Tant que la personne ne s'endort pas pour toute la nuit, elle ne peut pas se réveiller le matin. Ah, là, il y a un problème. Non, c'est tout à fait normal. Mais si la personne se réveille trop pendant la nuit, j'avais dit que c'était l'insomnie. Tu te réveilles la nuit, 2-3 fois dans la nuit, et puis quand tu reviens, tu veux te rendormir, c'est difficile. Tu passes un long moment, peut-être 30 minutes à 45 minutes avant de t'endormir. Ça, c'est un problème. C'est une insomnie. J'avais dit ça. Mais si la personne ne se réveille pas, il n'y a pas de problème. La nuit, c'est faite pour dormir. Je pense que j'ai fini avec cela. J'ai 2 questions en ligne. Ouais. Il y a une question.
Monsieur. Je voudrais répondre à la question du frère. Oui. Parce que je suis utile. Oui. Depuis des années que je travaille au policier. Je pars de 6h à 20h. De 6h à 20h. Parce que dire que si ce n'est pas le dimanche, je ne dois pas le sauver. Et là, à chaque fois, quand il y a les amis, les présidents, qui viennent chez nous, quand les enfants disent qu'il est en train de dormir, ça pose automatiquement le problème. Et quand je dis, quelle réponse pour donner à ces gens? J'ai appelé les enfants, je dis, il faut leur dire, le grand-père est au travail. Il a travaillé la nuit. Ouais. Et quand ils ont commencé à dire, il a travaillé la nuit, et ils commencent à comprendre. Je pense que le problème dépend de la manière où la personne répond à la personne qui vient en police. Comme elle a dit, c'est le cas le contexte africain. Après, quand tu dis, il est en train de se reposer, lui, il va aller faire des choses là. Si tu dis, il est au travail, c'est maintenant qu'il est rentré, il est en train de dormir, ça apaise un peu. J'avais répondu carrément avec ma question, mais j'ai demandé Ok, bon, on finit d'abord avec l'autre là, avec les experts de nous allons revenir avec. 4 questions. Il y a presque 4 questions. Il va répondre d'abord. On dit combien de temps le manque de sommeil peut entraîner la mort? Et si la personne ne peut pas dormir en journée, que faire? Il dit comme moi, je ne dors jamais en journée. Ah, il travaille la nuit. Combien de temps de sommeil peut entraîner la mort? Bon, il n'y a pas des études qui ont été faites sur ça, mais j'avais dit qu'ils ont testé des rats de laboratoire. Ils les ont privés de sommeil et au cours du 11e au 32e jour, tous les rats sont morts. Entre 11 et 32 jours, tous ces rats sont morts. Privés de sommeil, 24 heures sur 24. Ça, c'est une étude de laboratoire, mais sur les humains, je n'ai pas eu des résultats scientifiques pour confirmer que telle durée tel manque d'heures de sommeil peut entraîner la mort. Donc, si la réponse peut aider la personne, c'est mieux. Je ne peux pas donner avec exactitude. Je ne sais pas comment elle peut rassurer mon cas. Il dit, je dors tard et je me lève tôt. Exactement vers les 5 heures. Oui. J'avais dit qu'il faut étudier son sommeil. Lui, certainement, il fait partie de ceux qui partent au lit, qui doivent aller au lit tôt pour se réveiller tôt. Si le sommeil est programmé, tu dois te réveiller tôt, c'est sûr que tu dois aller au lit tôt. C'est lui qui retarde son heure de coucher. Non, il faut étudier ton rythme de sommeil. Essayez de voir quand est-ce que le cerveau donne le signal qu'il faut aller dormir, qu'il est fatigué. Donc, il faut aller aussitôt et se réveiller tôt comme il l'a dit, à 5 heures. Parce qu'il y a certains qui partent au lit tard et se réveillent aussi tard. Mais c'est comme ça. Quand on a l'habitude de se réveiller tôt, c'est sûr qu'on doit aller au lit tôt. C'est programmé comme ça. Il y a 2 types de personnes qui sont programmées comme ça. Lui, il se réveille tôt, mais il dit qu'il va tard au lit, c'est parce que c'est lui qui retarde son coucher. Peut-être qu'il a beaucoup à faire dans la nuit, mais ce n'est pas automatique. Il doit revoir son heure de coucher. C'est juste ça la réponse que je peux lui donner. Il ne peut pas dormir la journée, c'est sûr. Il n'arrive pas à dormir la journée, donc il doit revoir son heure de coucher et s'adapter à cela. Il faut que ça soit régulier. Il ne faut pas avancer l'heure de coucher et se réveiller à la même heure le lendemain. Ça nous donne des dettes.
Je pense que c'est les deux Ouais, c'est questions. les deux questions qui restaient. Nous arrivons même presque à la fin de l'heure, mais nous allons quand même permettre à Salvador de poser sa question. Et moi-même, j'aurai une question en tant que modérateur. Et je ne sais pas si le président a une question. Le président n'a pas de questions et nous allons finir par les deux questions et ça serait tout. Comme c'est trop intéressant, Ouais. ma question, elle peut aussi aller mettre le boulot à la maison. À chaque fois, elle peut venir sur la plateforme, essayer de répondre. Essayer de répondre. Parce que ma question va un peu amusée. Sur l'étude qu'il faut dans c'est comme si la science, parce que je ne connais pas, on étudie quelque part, pour bien dormir là. Ouais, s'il y a la télé, on doit aller se coucher, surtout les produits qui sont légers. Quand il fait chaud, par exemple, tu dors bien. Et tu dors encore efficacement quand tu dors comme un bébé. La position. C'est-à-dire, tu dors comment? C'est-à-dire, si nous dormons, c'est un sommeil impeccable. Ok. Et c'est que on n'arrive pas trop à comprendre aussi. Les gens pour la vie, elle peut mettre au frigo, à chaque fois, on va lancer des réponses. Un peu la réponse. Ok, je pense que, comme il a dit, c'est une question qui fera en compte beaucoup de choses. Mais moi, c'est aussi, je pense que bon, en tout cas, on va lui laisser quand même Quelques éléments. Et la suite, Je pense que je ne serai pas la seule. Il faut intervenir si jamais vous avez des éléments de réponse. Voilà. Je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, Moi, je pense que ça fait partie de l'environnement dont je parlais. Il faut créer l'environnement propice pour bien se reposer. Si moi, par exemple, je suis gênée avec des habits qui me servent, je ne peux pas bien dormir, je vais changer. Il faudrait que je me mette à l'aise pour pouvoir dormir. Et si je ne suis pas obligée de dormir avec un habit, si je me sens à l'aise nu, je dors nu. Oui. Ce n'est pas une imposition. Ce n'est pas une imposition. Je crée mon environnement pour bien me reposer. Si je me couche, je dors. Donc, moi, je pense qu'il n'y a pas de questions ou bien à demander de midi à 14h. Je crée mon environnement propice pour vraiment me reposer correctement. Oui. C'est là n'empêche pas que tu vas continuer à Oui, je vais le faire. Je vais continuer à vous. Dès que tu dors comme bébé là, c'est comme s'il y a un phénomène. Il y a un phénomène, oui. Bon, je peux dire par exemple, oui, parce que notre organisme, on dit que la peau respire. Notre peau respire. Oui, notre peau respire. Si la peau est à nu, avec l'air, en contact avec l'air directement, oui, elle peut aider. Elle peut aider. Notre peau respire. On a les pores et tout ça. Si on les encombre avec des habits, des sous-vêtements, tout ça, ça va l'empêcher de bien respirer. Notre peau va participer à notre respiration. Pour un élément de réponse de plus, oui, ça peut aider de ce côté. Peut-être qu'il y a encore plus à creuser. Je serai là. Je vais vous en parler. Oui. L'élément de réponse que ça va après d'attendre là. Sur plateforme, on va répondre ça. D'accord. Ok. Ok. Selon Fred, là, il y a un élément. Ah, ok. Ok, là, nous allons attendre la réponse de bienvenue, la contribution de bienvenue sur la plateforme. Alors. Ça, c'est la philosophie. Et bon, la dernière question, moi, je ne sais pas trop s'il faut dire que je suis malade. Ça, c'est mon cas personnel. Je dors trop. Ouais, parfois, je dors trop. Mais ça dépend aussi de l'environnement, comme je l'ai dit. Mais bon, c'est un peu bizarre. La nuit, je peux bien dormir. Je dors peut-être de 22h jusqu'à 3h, jusqu'à 4h, c'est normal. Je suppose que pour quelqu'un de mon âge, c'est bien. Mais arrivé à l'école,
C'est-à-dire, dès qu'on met par exemple le clim, le corps, directement, c'est-à-dire, sans le vouloir, je commence par dormir et puis je dors beaucoup même. Comme si c'était la nuit, je peux bien dormir pendant que je suis en train de faire tout. Et je me demande, est-ce que la décision maintenant de dormir, ça nous revient ou bien c'est quelque chose parce que je peux dire non, aujourd'hui je décide de ne pas dormir, mais arriver à l'école, je vais toujours commencer par dormir quand les conditions sont réunies, étant donné que j'ai bien dormi la nuit. Je ne sais pas si je suis malade ou je ne suis pas malade. Ah oui. Bon, sinon il y avait un quiz à faire pour évaluer si vous somnolez. Il vous arrive-t-il de somnoler ou de vous endormir dans la journée dans les situations suivantes? Il faut bien suivre. Pendant que vous êtes occupé à lire un document, ça vous allez coter des 0 à 3, devant la télévision ou au cinéma, assis inactif dans un lieu public, ou bien salle d'attente, théâtre, cours, congrès, il vous arrive de dormir, vous allez coter des 0 à 3 aussi. Passager, depuis au moins 1 heure sans interruption, ou bien au bord d'une voiture, vous êtes un passager dans une voiture, 1 heure, 2 heures de transport en commun, vous vous endormez, ou bien vous somnolez, allongé pour une sieste, lorsque les circonstances le permettent. Vous somnolez, ou bien en position assise au cours d'une conversation, au téléphone, avec un proche. Vous commencez à somnoler. Tranquillement assis à table à la fin d'un repas, est-ce qu'il vous arrive de somnoler? Au volant d'une voiture immobile depuis quelques minutes dans un embouteillage. Donc la somme de tout ça, de vos points, ils vous diront si c'est en dessous de 8, vous n'avez pas de dette de sommeil. Si c'est entre 9 et 14, vous avez un déficit de sommeil. Revoyez vos habitudes. Si le total est supérieur à 15, vous présentez des signes de somnolence diurne excessif. Donc, consultez votre médecin. J'ai bien compris, c'est vraiment la réponse à ma question comme ça. Oui. C'est vraiment ça. Donc, voilà. Ce n'est pas normal que vous dormez normalement la nuit et qu'en journée, en pleine activité, vous vous endormez comme si c'était la nuit. Non, ce n'est pas normal. Ok. Donc, voilà. Je pense que nous arrivons pratiquement à la fin. Nous allons laisser encore parole à Dr Solange pour la conclusion du travail. Mais avant qu'elle puisse prendre la parole, je pense que chacun de nous aura besoin du document. Parce que c'est intéressant, il y a beaucoup d'informations là que nous n'avons peut-être pas pris note, mais je demanderai au président, en tant que président, de faire en sorte que nous ayons J'espère qu'il a une clé. Merci, vous avez la parole, docteur. Ok, parfait. Merci. De tout ce qui précède, nous pouvons dire que le sommeil est un phénomène dans lequel vous êtes extrêmement actif. Donc, 4 à 6 fois par nuit, vous allez traverser 4 phases de sommeil à ondes lentes et une phase de sommeil paradoxal. Le sommeil est profondément lié à la récupération physique, à notre bonne santé, à la qualité de notre système immunitaire, à la récupération psychologique et à la mémorisation à long terme. Donc, quelques habitudes à prendre. Évitez par exemple de regarder un film d'horreur avant d'aller dormir. Vous aurez du mal à calmer votre système de vigilance qui risque de rester en état d'alerte. Deuxièmement, tentez le soir d'effectuer des activités relaxantes. Vous laisserez ainsi beaucoup plus facilement le sommeil arriver. Et quand vous ressentez la fatigue, c'est que votre organisme souhaite se mettre en veille, sauf nécessité, ne tentez pas de le contrecarrer. Donc, prenez le train quand il passe, pas quand il est passé. Merci.
Ok, je pense que nous allons applaudir quand même pour. Et merci à tout un chacun. C'est une grâce de recevoir aussi tant d'informations sur la question du